Bienvenue aux personnes qui sont là. D'autres personnes vont nous rejoindre pour le webinaire. C'est un webinaire qui est assez confidentiel. Ce n'est pas un sujet qui intéresse forcément tout le monde, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc, avant de commencer, c'est un webinaire. On va essayer de ne pas prendre trop de temps. Donc, le concept, c'est de faire des webinaires de 30 minutes maximum, sur lequel nous n'aurons pas de support qui sera envoyé à la fin. Donc, il faut être attentif à ce qu'on va dire. Et puis, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vers la fin qu'on va vous montrer effectivement les personas qu'il faut attirer. Alors, qui on est à NU? On est une agence marketing. On a été créé en 2016 et je suis le fondateur et Yacine est associé dans l'agence. Et notre objectif, c'est d'aider les constructeurs, les éditeurs, les sociétés de services à trouver des clients en créant des campagnes qui soient digital customer centric. On vient de l'inbound marketing, dont c'est le cœur de métier de s'intéresser aux besoins des personnes. Donc, on fait ça à travers des refontes de sites web, à travers la création de contenu, beaucoup de livres blancs, d'articles de blog, mais aussi des campagnes d'activation sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, grosso modo, ce qu'on fait. Alors, on travaille avec des sociétés dans l'IT, c'est notre spécialisation. Moi, je viens de là. Yacine s'est formé là-dessus. Et donc, on travaille avec des gens comme Lenovo, InMac WStore, Devoteam, Dynabook, Esker, voilà, ces sociétés-là qui peuvent être à la fois des éditeurs, des constructeurs, des intégrateurs, petites sociétés ou grosses sociétés. Donc voilà, donc moi, je me présente rapidement. Donc Nicolas Roussel, j'ai eu un background pendant 20 ans dans la distribution informatique, donc c'est un secteur que je connais bien. Et donc quand j'ai monté l'agence en 2016, j'ai voulu créer une agence qui soit vraiment orientée sur ces métiers-là. Pourquoi? Parce que je considère que quand on fait du marketing, ne pas connaître le métier de ses clients, c'est un frein, surtout quand on fait de la création de contenu. Écrire un article, écrire un e-book, si on veut pas faire des choses qui soient trop plan-plan, entre guillemets, il faut, je pense, connaître le métier et bien connaître les personas et bien connaître les besoins et puis connaître aussi et connaître l'écosystème. Du coup, moi, c'est Yacine Kacham, consultant marketing au sein de l'agence ANU depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc, j'accompagne les différents clients dans leur stratégie marketing, que ce soit à la fois sur la partie persona qu'on présente aujourd'hui, aussi bien sur les campagnes de lead gen, la création de contenu, etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer par voir pourquoi s'intéresser ou approfondir vos personas. On verra ensemble aussi les 4 personas de l'IT, donc les 4 personas qui ressortent régulièrement chez nos clients et dans le secteur. On va voir aussi 3 méthodes traditionnelles pour créer les personas, la méthodologie qu'on utilise nous au sein de l'agence ANU et ensuite une roadmap projet pour que vous puissiez voir de quelle manière se fait les personas et combien de temps ça peut prendre. La première chose, effectivement, qu'on va se poser, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi s'intéresser ou approfondir ces personas. En fait, ça vient généralement de nos clients qui se posent des questions. Donc, et la principale question, c'est est-ce que mon entreprise est bien centrée sur l'utilisateur? On entend beaucoup parler de cet aspect customer centric. Donc, si effectivement, une de vos questions, c'est est-ce que mon entreprise est centrée sur le client? Est-ce que mon site web est bien adapté à mes clients? Est-ce que mes contenus, est-ce que mes réseaux sociaux parlent à mes clients? C'est la première raison qui vont pousser les sociétés à s'intéresser aux personas. La deuxième chose, c'est plus en interne, c'est quel est le discours en interne autour de nos clients, autour de nos prospects. Voilà, quel est le langage qu'on utilise pour désigner nos clients? Quelles vont être les caractéristiques, les objectifs, les besoins et les comportements qui sont décrits pour nos clients. Donc ça peut être le support, ça peut être le support client, ça peut être le marketing, ça peut être les commerciaux, ça peut même être la direction. Et puis, ces connaissances sur nos clients sont-elles bien communiquées? Enfin, ça va être comment ces informations sont-elles intégrées dans ma stratégie marketing et mes campagnes? Est-ce que dans mon CRM, j'ai bien intégré cette notion de persona? Est-ce que quand je travaille avec une agence, ils ont bien compris qu'on s'adressait à tel type ou tel profil de personnes? Donc, si vous vous posez ces questions-là, c'est effectivement, puis si vous êtes là, je pense que c'est que vous vous posez ces questions, c'est pourquoi on a besoin de persona. Alors, pourquoi les personas sont si importants en B2B? Déjà, la première chose, c'est que les personas, ils vous aident à définir, à savoir où vous devez être présent sur Internet.
puisque quand vous savez, quand vous maîtrisez le parcours d'achat de vos personas, vous savez où ils recherchent l'information et sur quelle plateforme vous pouvez aller les toucher. Les personas aussi peuvent vous aider à développer vos produits et services, notamment quand vous allez en profondeur dans leur motivation d'achat, dans leurs critères de décision, ce qu'on va voir un peu plus tard dans le webinaire. Ça vous permet de développer vos produits et services, d'améliorer vos offres et d'avoir plus de pertinence vis-à-vis des cibles que vous cherchez à toucher. Oui, si par exemple il y a des critères d'achat spécifiques de certaines personnes, ça va vous permettre, lors des interviews, ça va permettre de faire évoluer les produits, donc de revenir vers des chefs produits et leur donner des informations. C'est ça. Et on le voit souvent dans l'IT, notamment chez les éditeurs de logiciels, quand on mène des interviews auprès de clients et qui font remonter certains éléments par rapport à leurs attentes, ça permet derrière d'améliorer la partie service notamment, mais aussi les produits. Les personas sont aussi l'objet de la création de vos contenus. Donc, quand vous créez du contenu, que ce soit des articles, des livres blancs, des e-books, des webinaires, vous le faites avec un but et vous cherchez à toucher une cible. Donc, maîtriser et connaître vos personas en détail, ça vous permet d'avoir plus de pertinence et de mieux les adresser, de créer des contenus avec une plus forte valeur ajoutée pour vos prospects et pour vos clients. Les personas aussi aux commerciaux à mieux vendre, puisque quand vous connaissez les objectifs, les challenges, les problématiques de vos clients, forcément, le discours commercial derrière est plus pertinent et ça aide vos commerciaux à faire davantage de ventes. Et enfin, un dernier point qui peut être intéressant dans le cadre des personas B2B, c'est de créer des personas négatifs, puisque ça permet de faire gagner du temps au quotidien, notamment quand on parle de personas négatifs. On peut faire référence, par exemple, aux concurrents, aux étudiants, par exemple, qui viennent souvent télécharger des documents sur le site, ou à d'autres types de personas qui ne vous intéressent pas concrètement, ne font pas partie de vos cibles. Il y a aussi un point qu'on n'a pas mentionné là, mais c'est aussi l'alignement des ventes et du marketing. C'est comment avoir un discours qui soit simple et efficace entre le marketing et les commerciaux. Et le fait de parler de personas, souvent, ça simplifie les choses. C'est ça. Ça permet d'harmoniser les discours. Ensuite, quel objectif lors de la création des personas? Alors, créer des personas pour votre stratégie marketing, ça peut vous permettre déjà de comprendre le parcours d'achat et les différents intervenants, puisque quand notamment vous interviewez vos clients, vous arrivez à percevoir qui sont les différents intervenants dans le cercle de décision. On est sur du B2B et notamment, si vous êtes ici, vous travaillez probablement dans une entreprise informatique. Donc, vous savez que la chaîne de décision comprend souvent plusieurs interlocuteurs et on est sur de la vente complexe. Donc, comprendre le parcours d'achat et les différents intervenants, ça va permettre notamment d'identifier le champion, donc la personne à qui on doit parler, le persona principal. Et ce n'est pas toujours le décideur ou le porteur de projet, enfin en tout cas le décideur ou la personne qui va y gérer le budget. On le verra un peu plus tard dans le webinaire. Mais voilà, définir des personas, ça vous permet de trouver le champion. Oui, tu veux dire, enfin, la personne à qui on souhaite parler quand on est sur Internet, parce que là, on est sur les personas dans le digital, c'est pas forcément le porteur de budget. C'est ça. Donc, ça va pas être notre interlocuteur, c'est pas lui qu'on va chercher à attirer sur notre site Internet ou sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est pas lui forcément qui va faire la recherche d'informations. Voilà, il y a cette nuance à apporter au niveau des personas. Avoir une ligne éditoriale claire pour votre blog, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la création de contenu. Et surtout, créer des personas, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur sur votre site web. C'est un enjeu aujourd'hui qui est très important au sein des entreprises et on le voit sur des projets de refonte de site. Souvent, ce qui motive chez les entreprises ce type de projet, ça va être l'amélioration de l'UX, de l'expérience utilisateur sur le site web. Créer des personas, ça permet également d'améliorer le positionnement sur les moteurs de recherche, puisque vous allez créer du contenu qui s'adresse à une cible. Et forcément, que ce soit dans la stratégie de mots-clés et donc les requêtes sur lesquelles on va chercher à se placer, connaître les personas, savoir quel type de requête, par exemple, ils vont rechercher sur Internet, ça a énormément de pertinence. Pareil pour les réseaux sociaux. Ça, je te coupe, excuse-moi. Ça, c'est des choses qu'on va récupérer dans les verbatims. Des interviews. Donc, quand on fait des interviews, c'est des interviews enregistrées sur lesquelles, derrière, on va effectivement essayer de récupérer les verbatims des personnes. Et dans ces verbatims, on a bien souvent les mots-clés
qui sont utilisés par les clients et qui vont nous permettre de nous positionner derrière sur les moteurs de recherche. Exactement. Au-delà de ça, ça permet aussi d'améliorer vos conversions, notamment quand vous menez des campagnes de lead gen ou que vous créez des documents premium, des documents de conversion type livre blanc, e-book. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qui les intéresse et d'optimiser vos campagnes de sorte à ce qu'elles soient bien ciblées et qu'elles adressent correctement les clients et prospects que vous cherchez à toucher. Et donc, in fine, ça permet aussi d'avoir des prospects de meilleure qualité, vu que vous avez fait ce travail en amont. Tout à fait. Ce qui est compliqué en digital, donc sur Internet, quand on a un blog, quand on a un site, c'est d'attirer sur le site les bonnes personnes. C'est très facile en fait d'arriver à se positionner sur des mots-clés et donc d'avoir du trafic et d'avoir un trafic même important. Sauf que derrière, si les conversions qu'on a sont des conversions qui nous intéressent pas, en fait, on va donner aux commerciaux des rendez-vous et c'est les commerciaux qui vont être déçus derrière. Donc, attirer les bonnes personnes sur votre site Internet, même avec un trafic qui sera peut-être moins important, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les personas, c'est tellement important, quand on se lance dans une stratégie digitale de contenu, de bien réfléchir en amont à qui on veut parler et quels sont les mots qu'ils utilisent. Exactement. Alors maintenant, on va parler des 4 personas de l'IT. Donc ça, c'est des profils types. Et je pense que si vous êtes dans l'informatique et que vous êtes intéressé en personas, c'est des choses que vous allez voir ressortir souvent, mais ça vaut le coup de se repencher un peu dessus. Alors le premier, ça va être le porteur de budget. Donc le porteur de budget, c'est généralement la personne à qui on pense en premier. Ça va être un directeur de BU, un responsable du système d'information, et c'est lui qui porte la commande dans l'entreprise. Cette personne-là, elle a pour objectif de maintenir la cohésion et la motivation de ses équipes. Ça, c'est son rôle de manager. Et cette personne-là, en fait, on va l'aider en répondant à toutes les problématiques de son équipe projet. On va essayer de lui simplifier la tâche en gagnant l'adhésion de toute son équipe. Donc, c'est pas un personnage principal, le porteur de budget, le décisionnaire, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un personnage qui vient en deuxième plan. Et donc, le premier plan, ça va être d'autres types de personnages auxquels on va devoir s'adresser, les champions, les responsables techniques, ces personnes-là, et qui vont remonter l'information. Mais c'est quand même intéressant de les interroger pour savoir quelles sont leurs problématiques au niveau un petit peu plus global. Le deuxième, ça va être le sponsor. Donc, le sponsor, ça va être bien souvent la personne qui vous aura appelé en premier. Ça peut être même un alternant dans une entreprise. Ça va être quelqu'un qui est rentré dans la société il n'y a pas trop longtemps, mais c'est quelqu'un aussi qui va peut-être utiliser la solution au quotidien. C'est une personne qui a besoin de faire ses preuves. C'est quelqu'un qui va vouloir gagner du temps et en efficacité en bousculant un petit peu les statu quo dans les entreprises. C'est une personne dont le poste n'est pas encore bien assuré. C'est quelqu'un qui est attendu au tournant. Donc, elle va devoir convaincre en interne avec un projet sans faille. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Donc, c'est grâce à elle, en fait, que vous allez souvent arriver sur un appel d'offres. Donc, c'est une personne qui est très importante, mais c'est une personne qui n'est pas forcément visible. Dans une réunion, c'est pas forcément la personne qui va se mettre en avant. En revanche, elle va certainement vous poser beaucoup de questions pour amener aux autres personnes dans l'entreprise une information sans faille. Donc ça, c'est une personne importante dans l'entreprise. Après, il y a toute la partie décideurs techniques. Donc ça, les décideurs techniques, c'est les gens de l'ombre. C'est pas des gens que vous allez forcément rencontrer. Ces personnes-là vont chercher des informations très précises sur vos solutions. Et vous n'aurez pas le droit forcément à une seconde chance si vous vous trompez. Et s'ils ne trouvent pas la réponse dans vos contenus, dans ce que vous allez leur apporter, ils n'iront pas forcément faire un effort pour venir vers vous et vous demander de l'information. Ils vont plutôt demander à des collègues autour de la machine à café s'il n'y a pas un autre prestataire ou ils vont aller chercher, ils vont aller voir d'autres prestataires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc pour eux, il faut anticiper les demandes. Il faut leur servir l'information sur un plateau avec des informations très précises, très techniques. Donc, soit que des informations que vous allez leur fournir par l'appel d'offres, soit des informations que vous allez pouvoir mettre sur votre site Internet. Parce que quand le sponsor va aller les voir et va vous parler de vous, la première chose qu'ils vont faire, peut-être, c'est aller sur le site Internet et voir les informations sur vos solutions. Et puis enfin, un autre
Un autre type de persona, ça va être les bloquants. Donc là, c'est pas des gens qui sont non plus décisionnaires, mais c'est des gens qui vont mettre un veto sur les solutions. Donc ça peut être des responsables des sécurités d'information, ça peut être des responsables compliance, des responsables achat, des auditeurs ou juridiques aussi. Voilà. Donc eux, ils veulent conserver leur légitimité, la confiance de la direction, et c'est des gens qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et donc, eux, ils vont valider vos solutions informatiques uniquement si vous répondez à l'ensemble de leurs critères. Donc, ça vaut le coup de les interroger aussi en amont pour savoir quelles sont leurs problématiques et y répondre de façon proactive. Voilà, mais attention, là, on vous présente des personas types, mais c'est des personas qui sont bien courants et qui sont bien connus. Tout l'intérêt, en fait, de faire des interviews, ça va être de trouver pour votre entreprise, pour votre contexte, quels sont les critères de décision, qu'est-ce qui fait que les personnes ont décidé d'acheter chez vous, mais aussi que des personnes ont décidé de ne pas acheter chez vous et d'aller à la concurrence. Et donc, quand on va interroger des personas, on va interroger à la fois des clients, mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, ça va être d'interroger des gens qui n'ont pas acheté chez vous et d'aller découvrir chez eux ce qui fait qu'ils sont allés à la concurrence. Voilà. Et donc, pour ça, on a besoin d'adopter une approche qui soit une autre méthode de création des personas. Alors, sur les méthodes classiques, il y a 3 méthodes pour faire des personas. Hein. Ça va être, la première, c'est une méthode qui est très rapide et économique. Hein. C'est l'entretien avec les équipes internes, hein, les équipes support, les commerciaux, les managers. Et ça pose un problème, ça pose 4 problèmes. C'est qu'en fait, on va avoir uniquement la vision de l'entreprise et non pas celle des clients. La deuxième, c'est que si on s'adresse aux commerciaux, ils ont une vision des transactions dans lesquelles ils sont actuellement impliqués. Donc, ils ne vont pas forcément vous faire ressortir des informations globales sur l'ensemble des clients. Ils vont avoir en tête les derniers clients auxquels ils parlent, et donc ils vont vous parler de ces clients-là. Et donc, c'est un biais dans la création des personas. Et puis aussi, ils ne peuvent témoigner que d'une partie du parcours d'achat. Le parcours d'achat est très long, hein, entre la naissance du besoin, la recherche d'informations. On sait que les décideurs, les acheteurs, ne font appel aux commerciaux que quand ils ont fait plus de 2/3 de leur parcours d'achat. Donc, les commerciaux arrivent en bout. Et donc, on n'a pas les informations en amont sur quelle est la naissance du besoin, pourquoi ils ont décidé d'investir dans une solution, sur quel support ils ont été chercher l'information. Tout ça, on l'a pas. Et puis, les commerciaux ou les équipes en interne ne vont pas vouloir vous donner des informations négatives. Voilà, parce que ça les mettrait un petit peu en défaut. Donc, on va vous donner que du positif. Donc ça, voilà, les entretiens d'équipe interne, c'est bien pour faire des personas ad hoc dans une première étape, mais ça ne peut pas être suffisant pour créer des personas. La deuxième, ça va être, c'est un peu plus poussé. Donc là, c'est de faire des entretiens individuels avec un questionnaire. Donc, ça va être des entretiens scriptés. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, le témoignage des clients est pris en compte parce qu'on est avec eux en one-to-one. En revanche, c'est une vision qui est biaisée parce que les concepteurs même du questionnaire ne peuvent rien découvrir d'inattendu ou d'inconnu. Donc, en fait, ces résultats-là, ils vont être sujets à des biais involontaires. Et des biais involontaires qui peuvent être dangereux dans la création des personas. Et la création des personas, c'est quand même les fondements de toute la stratégie de contenu et toute la stratégie web qu'on va avoir derrière. Donc, c'est bien de faire des questionnaires individuels avec, des entretiens individuels avec un questionnaire. En revanche, c'est toujours biaisé et on n'a pas vraiment la bonne information. La troisième, c'est moins courant, c'est plutôt pour les grosses entreprises et c'est faire des groupes de discussion. Donc là, il faut travailler avec une agence qui est spécialisée. L'intérêt, c'est que ça permet de mettre en perspective effectivement différentes vision des acheteurs. En revanche, là, il y a un très gros biais, c'est qu'en fait, on travaille en groupe. Et la nature humaine fait qu'on veut arriver à une décision commune, même si c'est pas, même s'il n'y a pas des choses saillantes qui vont ressortir. Voilà, on a des personnes qui vont vouloir avoir un désir d'harmonie, de conformité et d'éviter les conflits. Et donc, on n'a pas forcément, là non plus, une information qui va être très utile pour la création des personas. Ces 3 méthodes sont pas mauvaises, on récolte des informations, en revanche, c'est pas suffisant. Donc, je vais laisser Yacine maintenant expliquer la méthode que nous, on utilise pour créer des personas et qu'on trouve qui est une bonne méthode, hein, sinon on ne la mettrait pas en avant et qu'on utilise régulièrement, notamment, comme tu disais, avant les refontes de site web. C'est ça. Donc, Nicolas vous a présenté du coup les 3 méthodes traditionnelles pour créer des personas.
Nous, on a développé une méthodologie en 5 étapes que je vais vous présenter. On va commencer sur la première étape par un atelier personnel d'hypothèse. Donc, c'est un atelier qu'on va organiser. On va chercher à déterminer avec vos équipes, donc les équipes à la fois marketing, mais aussi commerciales, les grands profils d'acheteurs. Donc, on va définir les secteurs d'activité, les postes, les responsabilités de vos clients. Et on va travailler ensuite pour déterminer la chaîne de décision, ce dont je parlais tout à l'heure, lors d'un investissement. Donc, on est sur de l'IT, sur du B2B, donc c'est généralement des ventes complexes. Il faut intervenir plusieurs interlocuteurs. Et l'objectif de cet atelier, c'est de définir ensemble les profils de décideurs interviewés pour derrière mener des interviews qui soient bénéfiques pour la création des personnages. Oui, et on récolte aussi quand même pas mal d'informations, notamment sur effectivement toute la chaîne de décision qui diffère d'une société à une autre. Donc là, c'est important de faire cet atelier. Exactement. En deuxième étape, du coup, on va interviewer les clients. Donc pour cela, on va se baser notamment sur la méthodologie et les travaux d'Adèle Revella, qui est une consultante américaine spécialisée sur les BR Persona et qui est la fondatrice du BR Persona Institute. Donc, on va mener des interviews d'une durée de 30 à 40 minutes. Pourquoi ces interviews sont importantes? Parce qu'on va chercher à entrer, en tout cas à plonger au cœur des motivations d'achat de vos prospects et clients. C'est important ce que je dis là parce qu'on ne va pas simplement interviewer des clients, mais on va aussi interviewer des acheteurs qui ont écarté vos solutions, donc des prospects perdus, afin d'avoir une vision globale et qui ne soit pas biaisée. Et donc pour ça, on va volontairement mener des entretiens non scénarisés. Et l'objectif, c'est de guider les acheteurs dans la description de chaque phase de leur expérience d'achat, en essayant de sonder en profondeur leur motivation d'achat et d'identifier les attitudes, les besoins, les préoccupations que derrière vos équipes marketing et commerciales devront avoir. Alors, c'est des interviews qui sont assez compliquées à mener parce qu'en fait, comme c'est pas scripté, il faut garder en tête, on va vous montrer après les 5 cercles de décision. Il faut garder en tête que nous, on veut remplir quand même ces cinq colonnes, entre guillemets, mais tout en laissant parler la personne. Donc, on va commencer l'interview avec une seule question. On va lui demander de se replonger au moment premier où ils ont pris conscience qu'ils avaient un besoin. Et ensuite, on va laisser parler la personne, on va lui poser effectivement des questions clés, mais des questions qui vont être relativement ouvertes, de manière à ce que la personne parle. Notre objectif, c'est vraiment de laisser parler la personne, de récupérer des mots-clés de ce qu'elle dit, de revenir en arrière, de la replonger dans tel ou tel sujet qu'elle a voulu aborder, d'aller approfondir, etc. Et donc, ce sont des discussions qui sont tout à fait libres, mais qui sont tout à fait enrichissantes et qui mènent souvent sur des chemins qu'on n'aurait pas pu avoir avec un questionnaire scripté. Exactement. Et les 5 cercles de motivation de vos acheteurs dont je vous parlais, donc le premier cercle, c'est les initiatives prioritaires. Donc là, concrètement, c'est qu'est-ce qui, dans l'environnement commercial de votre acheteur, va déclencher le financement d'une solution. Donc, qu'est-ce qui va faire que votre acheteur, qu'est-ce qui va faire naître chez lui l'envie ou le besoin de financer, de dépenser, je sais pas, 10, 15, 100 000 euros sur une solution. Qu'est-ce qui va motiver ça? Qu'est-ce qui va déclencher le financement de cette solution au sein de son entreprise? Si on prend notre exemple d'agence, bien souvent, ça vient du fait que le site Internet n'est pas forcément très performant, qu'il n'apporte pas suffisamment de leads. Et donc ça va être la décision primaire de dire, OK, pourquoi je vais mettre 5, 10, 15, 20 000 euros ou 30 000 euros dans mon site Internet? C'est parce que je veux des clients, parce que mon site Internet ne me rapporte pas de clients. Et ensuite, ils vont aller vers, effectivement, les facteurs de succès, les obstacles perçus, etc. Mais l'initiative prioritaire, c'est vraiment le besoin premier du fait que mon site me rapporte pas, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être l'ERP parce que les commerciaux sont pas suffisamment performants ou il y a un problème de management. Voilà. Donc, on va essayer de découvrir quelle est la raison première du fait que ils ont décidé d'investir, ou en tout cas d'aller voir quelles sont les solutions et quel pourrait être le budget pour installer une solution.
Exactement. Une fois qu'on a défini ça, il y a deux éléments, un positif et un négatif qu'on essaye de faire ressortir des personnes qu'on interroge. Le premier, c'est les facteurs de succès. Donc, quels résultats opérationnels ou bien personnels, pour le personnel lui-même, l'acheteur attend de l'achat de cette solution. Et les obstacles perçus, ça va être tout ce qui peut l'empêcher d'acheter chez vous, d'acheter telle solution. Alors, juste dans les facteurs de succès, il y en a trois grands, hein, qui sont les facteurs financiers. Donc, est-ce que ça va effectivement me rapporter de l'argent? Combien ça va me rapporter d'argent? Après, ça peut être sinon opérationnel. Est-ce que mon entreprise va être plus efficace? Est-ce que ma chaîne de production va être plus efficace? Est-ce que mon entreprise va être plus protégée contre les attaques? Et puis le dernier, caché, c'est le facteur de succès personnel, voilà, individuel. Ouais. Est-ce que effectivement je vais être valorisé dans mon entreprise, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est caché, qu'on peut pas forcément trouver non plus à travers des questionnaires. Donc, il peut ressortir des fois lors des interviews, et c'est important d'aller en profondeur sur ces 5 cercles de motivation. Ensuite, les obstacles perçus, donc on vient de le préciser, et donc les critères de décision. Là, c'est un élément qui est assez important, et c'est là aussi la pertinence d'interviewer à la fois des clients, mais aussi des prospects perdus, parce que là, on va comprendre quelles vont être les caractéristiques concurrentielles qui vont faire que l'acheteur va choisir tel ou tel prestataire, telle ou telle entreprise. Et notamment quand on mène des interviews auprès des prospects perdus de nos clients, on comprend mieux pourquoi ils n'ont pas choisi, in fine, l'entreprise notre client qui mène les interviews et pourquoi, quels critères ont fait qu'il a choisi un concurrent plutôt que l'entreprise en question. Et enfin, le parcours d'achat. Donc là, ça va être les différentes personnes qui vont intervenir dans le cercle de décision, qu'est-ce qui aide aussi à prendre la décision, comment se fait la recherche d'informations. Donc, dans les interviews, on a généralement des personnes qui vont nous dire sur quelle plateforme, sur quel site ils vont s'informer, notamment des acteurs IT pour prendre de l'information. Les différentes personnes en interne qui participent à la décision d'achat du début du projet jusqu'à la fin. Donc, cette partie-là est très importante au niveau des motivations et d'achat. Voilà. Si vos personas vous indiquent que finalement ils vont jamais sur Internet, ça sert à rien de refaire vos sites Internet. Voilà. Ça sert à rien d'avoir une stratégie digitale trop importante. Il vaut peut-être mieux investir dans du offline, sur des salons. Voilà. Donc tout ça, c'est des informations qu'on peut effectivement retrouver dans les interviews. Donc, une fois qu'on a mené ces interviews, on va retranscrire chacune de ces interviews. Donc, c'est des interviews qu'on va enregistrer forcément. On va demander l'accord de la personne qu'on interroge pour enregistrer. Et derrière, on va retranscrire ces interviews pour obtenir des insights et des verbatims. On va derrière analyser, donc l'étape 4, l'analyse des verbatims. Là, on va segmenter les personas et analyser les différences dans les expériences d'achat des différentes personnes qu'on a interviewées pour définir un persona. Et sur la base de l'analyse de ces verbatims, donc on va avoir des insights qui vont ressortir. Donc là, ça c'est un gros travail. La retranscription, l'analyse des verbatims, ça permet de bien structurer les idées et de faire ressortir les insights, mais c'est effectivement un gros travail. Et plus il y a d'interviews, plus ce travail est long. Exactement. Et l'objectif, c'est d'arriver à une synthèse opérationnelle où là, on va approfondir et synthétiser tout ce qui est ressorti des interviews, les verbatims, les mots-clés, les éléments importants qu'on va synthétiser dans une synthèse opérationnelle pour avoir des personas qui soient fonctionnels et pertinents pour votre stratégie marketing, commerciale et pour votre communication. Et surtout, je le répète, spécifique pour votre entreprise et votre contexte ou votre solution. Et donc là, on sort complètement des premiers personas qu'on a vus, les 4 personas de l'IT, qui sont des personas vraiment très, très globaux. Là, on va vraiment essayer de s'intéresser à votre contexte, votre entreprise, qu'est-ce qui fait que votre solution a été choisie ou qu'est-ce qui fait que votre solution n'a pas été choisie, et donc les actions que vous pouvez mettre en œuvre en termes de marketing ou de vente ou même de produits. Exactement.
Et donc, quelles sont les personnes à interroger quand on est dans l'IT? En fait, vous avez trois grands types d'entreprises, hein. Vous avez les grandes entreprises de plus de 250 employés, vous avez les PME qui vont de 10 à 250 employés, puis vous avez les toutes petites entreprises, les very small business, hein, de 1 à 9 entreprises. Et là, on a des interlocuteurs qui sont différents. Et plus on monte, plus c'est structuré. Donc, dans les grandes entreprises, on a le directeur de business unit, hein, donc ça va être un peu notre plus que le porteur du budget, ça va être quelqu'un qui va être plutôt à la direction COMEX. On a le directeur informatique, qui lui va être le porteur de budget, et puis on a toute la partie, toutes les responsables techniques, hein, responsables informatiques, qui ont chacun leur scope de travail. Quand on est sur une PME, on a un interlocuteur bien souvent qui est le PDG, qui revient. Et puis, quand on a la chance d'avoir un responsable informatique, donc c'est lui qu'on interroge. Sinon, si c'est externalisé, dans ce cas, on peut interroger les deux prestataires. Et puis, quand on est sur des toutes petites entreprises, là, il y a un interlocuteur unique, hein, qui est quasiment le propriétaire. Parfois, ça peut être le DAF, mais en général, c'est le propriétaire. Et donc, avec ça, on peut effectivement ressortir, on peut voir quels sont les messages clés qui résonneraient auprès de ces personnes-là. On va pouvoir définir quelles sont les solutions clés qui leur plairaient, les types de contenus qu'ils recherchent et les canaux et les meilleurs canaux pour les atteindre. Alors maintenant, on va parler peut-être plus comment ça se passe concrètement un projet. Donc Yacine, tu vas nous expliquer ça. C'est ça. Déjà chez INU, comment on accompagne nos clients sur l'élaboration de leur persona B2B, on mène les 5 grandes étapes qu'on vous a présentées dans notre méthodologie, donc le workshop, la partie interview, client et prospect perdu, retranscription, analyse des verbatim et synthèse. Et comment ça se passe concrètement en termes de timing. Donc une roadmap type pour la création d'un persona, ça prend un trimestre. L'atelier, le workshop dure une demi-journée. Ensuite, les interviews, on compte généralement 5 semaines pour un persona parce qu'on a 5 interviews. Ça peut être plus rapide, mais voilà. C'est compliqué d'avoir des rendez-vous avec les personnes, donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Voilà, chacun a son agenda, et donc arriver à se placer dans l'agenda d'un responsable informatique, ça peut prendre 10 ou 15 jours. Exactement. La retranscription, ça prend 15 jours environ. Et l'analyse, elle est un peu plus longue parce que forcément, c'est un travail plus approfondi, donc à peu près 3 semaines. Et enfin, pour synthétiser tout ce travail-là, ça nous prend une semaine pour vous livrer des personas opérationnels qui soient pertinents pour votre stratégie. Donc, sur 3 mois, vous avez vos personas qui sont définis et que vous pouvez utiliser dans votre stratégie de marketing, de communication et vos stratégies commerciales. Bon, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On a à peu près tenu, je crois qu'il est midi 3, 4, 5. J'espère que ça vous a plu. On ne veut pas vous garder plus de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous met là les adresses email. Donc moi, c'est nicolas.roussel@inu.com, yacine.cacham@inu.com. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Si vous perdez l'adresse, allez sur le site internet, passez par le formulaire de contact. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Et bon appétit. Bon appétit, au revoir.